La logique et la raison sous-jacente de ce que nous voyons avec l'OIAC et l'AIEA et de ce que nous avons vu dans les années 1990 consiste essentiellement à créer un récit de propagande qui justifie la belligérance occidentale et la conduite de guerres agressives. Et comme vous le dites, et bien sûr, c'est l'argument de Mearsheimer dans Why Leaders Lie, dans les démocraties libérales, il y a en réalité davantage de mensonges, car il faut amener les populations à croire que leur pays agit correctement. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec le Dr Piers Robinson, politologue, ancien professeur à l'Université de Sheffield et actuellement co-directeur de l'Organisation pour les études sur la propagande, ainsi que directeur de la recherche au Centre international pour la justice du 11 septembre. Le Dr Robinson a écrit un excellent article sur Substack à propos de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, de ses actions en Iran et des similitudes avec l'OIAC, souvent malmenées, et de manière générale, du rôle du mensonge à travers les institutions, ou disons de la propagande de guerre via des institutions tierces. C'est ce dont nous voulons discuter aujourd'hui. Donc, Dr Robinson, bienvenue, heureux d'être avec vous. Merci de prendre le temps, car vous vous êtes un peu penché sur l'AIEA, mais votre principale expertise concerne l'OIAC. Vous pouvez peut-être vraiment nous aider à y voir plus clair, car ce que nous avons observé ces dernières semaines, c'est la manière dont cette institution internationale, l'AIEA, qui est située en Autriche, un pays neutre, et qui est censé être un arbitre impartial, un organisme de surveillance en toutes choses, a été utilisée pour créer un dossier de propagande en faveur d'une guerre contre l'Iran. Pouvez-vous peut-être nous expliquer cela? Oui, je veux dire pour commencer avec l'AIEA et les questions entourant l'Iran et les attaques contre l'Iran. Eh bien, vous savez, nous en sommes à ces premiers stades où il faut enquêter formellement et d'un point de vue académique. Mais il semble certainement que l'AIEA se soit retrouvée en fait prise dans l'élan de propagande visant à entraîner l'Amérique et Israël dans une guerre contre l'Iran. Ainsi, la déclaration de non-conformité a été publiée par l'AIEA littéralement quelques heures après la frappe israélienne contre le pays. Il y a bien sûr toute cette controverse de fond autour de Palantir et de la plateforme Mosaic qui était utilisée pour collecter des données et des informations et qui ont très bien pu servir à permettre à l'AIEA de faire cette déclaration suggérant fortement ou impliquant une non-conformité de la part de l'Iran. Donc, d'une certaine manière, surtout avec le contexte temporel, tout cela porte les marques d'un grand organisme de surveillance, comme vous le décrivez, qui se retrouve essentiellement pris dans une campagne de propagande visant à justifier l'attaque contre l'Iran, et ce qui est en réalité une opération de changement de régime de longue date concernant l'Iran. Et pour moi, donc en travaillant sur, vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'OIAC, qui est l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, qui est, vous savez, si l'AIEA est le chien de garde du nucléaire, l'OIAC est celui des armes chimiques. Et vous savez, l'OIAC est impliqué depuis de nombreuses années dans les allégations d'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Et, vous savez, nous disposons désormais d'un vaste ensemble de preuves documentant la manipulation et en fait la corruption de certaines parties de cette organisation, afin de pointer du doigt le gouvernement syrien concernant les prétendues attaques chimiques. Ce qui s'inscrit clairement dans une opération plus large de changement de régime contre la Syrie. Opération qui, bien sûr, a désormais abouti, puisque le gouvernement syrien est tombé en décembre 2024, renversant ainsi ce pays. Et donc, en ce qui concerne ce que nous venons de voir avec l'Iran et l'AIEA, cela s'inscrit clairement dans ce que nous savons
et nous pourrons revenir sur certains détails de l'OIAC dans quelques minutes. Mais cela correspond à ce que nous savons de l'OIAC. Mais bien sûr, cela s'inscrit aussi dans un contexte encore plus large, et ce moment vent de l'Irak en 2003, intimement vend cela avec le rôle de l'UNSCOM et de l'UNMOVIC en Irak, ainsi qu'avec les inspections de cette arme. Et là, on observe un schéma similaire, essentiellement, où ces organisations sont utilisées, manipulées, et si elles ne se laissent pas manipuler, elles se retrouvent marginalisées, et ainsi de suite. Mais, en substance, elles opèrent dans ce contexte où elles agissent largement au service des intérêts de la politique étrangère occidentale. Donc pour résumer, et je vais conclure ici, il s'agit d'un vaste arrière-plan, d'un schéma ou d'un cadre que l'on peut désormais observer, où ces organisations, qui bien sûr ont été créées pour maintenir la paix internationale, etc., ont en réalité été détournées au profit, dans ce cas, des opérations occidentales de changement de régime dans le système international. Et bien sûr, c'est un problème majeur, car ces institutions servent effectivement de propagande pour la guerre. C'est ce qu'elles font. Et ils sont censés faire le contraire, non? Ils sont censés être là pour empêcher l'escalade. Et maintenant, on voit comment ils ont été systématiquement utilisés au fil des décennies. Mais pouvez-vous peut-être tracer cela? Je veux dire, aller vers l'OIAC est la chose évidente à faire. Mais vous avez dit qu'il y a aussi des précurseurs à cela. Depuis quand les leviers du pouvoir utilisent-ils ces organisations internationales pour mener des opérations de changement de régime? Eh bien, je suis sûr que certains de mes amis et collègues me reprocheront de ne pas remonter assez loin dans le temps pour déterminer quand ce processus de manipulation des organisations internationales a commencé. Je veux dire, on peut envisager cela en appliquant simplement quelques notions de base de la théorie des relations internationales, n'est-ce pas? Vous savez, il y a l'interprétation libérale du système international ou l'interprétation institutionnaliste qui considère ou soutient que dans une certaine mesure, ce type d'organisations sont raisonnablement autonomes ou autonomes jusqu'à un certain point et peuvent remplir le rôle qui leur est attribué. Mais bien sûr, les réalistes n'ont jamais adhéré à cette idée. Les réalistes ont toujours soutenu que les organisations internationales ne sont qu'une façade pour la réelle politique, au bout du compte. Et cela a toujours été le cas. Sans nous enliser dans la longue et profonde histoire de la formation des Nations Unies, et ainsi de suite, je pense qu'en ce qui concerne cette utilisation et cet abus très évident des organismes de surveillance des armes interdites, on peut remonter à l'Irak en 1991, lors de l'opération Tempête du désert après l'invasion du Koweït. Après cela, bien sûr, il y a eu des résolutions de l'ONU exigeant que l'Irak désarme ses programmes chimiques, biologiques et nucléaires, etc. L'UNSCOM était l'organisation des Nations Unies créée à cet effet, les inspecteurs d'armes. Et bien sûr, le célèbre Scott Ritter a fait partie de l'UNSCOM à différentes étapes. Et tout au long des années 90, il est devenu de plus en plus évident que d'une part, l'autorité des Nations Unies venait à poser son sceau sur l'idée que l'Irak devait se conformer, devait se désarmer, et ainsi de suite, à la suite de la première guerre du Golfe. Et en réalité, tout au long des années 1990, il est devenu de plus en plus clair, du moins pour les Irakiens, puis pour certains observateurs, et je pense que Scott Ritter avance cet argument, qu'en fait, l'UNSCOM ne se contentait pas de vérifier, de s'assurer que les armes biologiques, chimiques et nucléaires étaient bien détruites. Elle recueillait également des renseignements et transmettait ces informations à la CIA, voire que certaines personnes impliquées dans l'opération étaient elles-mêmes de la CIA. Et, en pratique, elle fournissait des renseignements qui allaient être utilisés dans le cadre d'une guerre de changement de régime, en identifiant des cibles à frapper en Irak.
Et cela devenait de plus en plus évident au cours des années 1990. La deuxième chose, c'était cette idée que quoi que l'Irak fasse pour démontrer sa conformité, de nouveaux problèmes ou erreurs dans les rapports, etc., seraient identifiés et utilisés pour présenter au Conseil de sécurité de l'ONU que regardez, l'Irak n'est pas en conformité. Nous devons maintenir les sanctions. Donc cette recherche continuelle d'armes de destruction massive, avec l'Irak qui répétait toujours « Regardez, nous nous en sommes débarrassés, nous ne produisons plus ces choses ». Et puis les inspecteurs qui mettaient en avant des éléments de preuve pour montrer qu'il y avait une indication de non-conformité. Tout cela était simplement utilisé pour maintenir les sanctions plus larges contre l'Irak. Vous pouvez donc voir comment cette stratégie vise finalement simplement à maintenir la pression sur l'Irak. Et cela a duré tout au long des années 1990, jusqu'au retrait des inspecteurs lorsque Clinton a bombardé en 1988. Ils ont ensuite été retirés avant d'être renvoyés dans le cadre de la préparation à la guerre en Irak, où tout le cycle a recommencé, avec Hans Blix, bien sûr, à la tête des inspections. Et à nouveau, les Américains faisaient pression pour obtenir la confirmation de leurs renseignements, selon lesquels l'Irak possédait des armes de destruction massive. Je pense donc que c'est un bon point de départ pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, en 2003, en ce qui concerne une corruption, une manipulation et une instrumentalisation assez bien documentées et évidentes. Dans ce cas, des inspections d'armes de l'ONU, afin de servir, en l'occurrence, les intérêts stratégiques des États-Unis contre l'Irak. Oui, et ce que tu viens de dire, tu sais, cette pression constante pour ensuite produire des preuves correspondant à ce que les États-Unis voulaient avoir comme preuves et pouvoir les utiliser publiquement, cela a culminé avec la fameuse et stupide phrase de Donald Rumsfeld. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. C'est en soi une erreur logique. Mais c'est sur ce sommet qu'ils ont fondé leur affirmation. Nous avons la preuve des ADM, qui a ensuite été bien sûr complètement, totalement, à 100% démontée. Et il n'y a plus aucun doute là-dessus, n'est-ce pas? J'allais aussi mentionner les known knowns et ainsi de suite qu'il a inventés. Known knowns et unknown knowns, blablabla. Mais tout cela, tu sais, c'est une pyramide constante de propagande. Et une grande partie de cela repose sur une couche très épaisse de travaux antérieurs menés à travers ces institutions. Et je pense que l'OIAC est aussi un cas emblématique. Peux-tu peut-être expliquer à nouveau de quoi il s'agit dans ce scandale? Parce que les ADM sont bien connus, l'OIAC, beaucoup moins. Oui, je veux dire bien sûr. Je pense que vous avez tout à fait raison. Il est bien établi, même d'un point de vue académique, que les renseignements sur les armes de destruction massive ont été manipulés, etc. Il n'y en avait pas là-bas, etc. On commence donc à comprendre comment le jeu se jouait en ce qui concerne Blix et ainsi de suite. Mais bien sûr également, dans la période précédant l'invasion de l'Irak, et cela fait la transition vers l'OIAC, José Bustani, qui était le premier directeur général de l'OIAC, a été contraint de quitter ses fonctions, effectivement à la demande de John Bolton. Et je crois même que José Bustani affirme que John Bolton lui a laissé entendre « Nous savons où vivent vos enfants à New York ». Donc une menace, clairement, envers José Bustani. Nécessité évincée de l'OIAC, principalement parce que pas la ligne des renseignements américains concernant les armes chimiques chimiques irakiennes, etc. Il a donc forcé partir. Il a par la suite remporté avec succès une enquête ou une plainte de l'Organisation internationale du travail contre les États-Unis. Il a donc été injustement contraint de quitter son poste de directeur général. Mais cela a été un petit indicateur de ce qui allait ensuite se produire, avec l'OIAC avançant vers 2011-2012, où a commencé la guerre de changement de régime contre le gouvernement syrien sur fond de printemps arabe,
qui est également un ensemble de phénomènes très discutables, comme vous le savez bien. On a alors assisté essentiellement à une tentative de renverser le gouvernement syrien et au fil du temps, à une accumulation d'allégations d'utilisation d'armes chimiques. Cela a en fait commencé assez tôt, en 2012, et la première attaque présumée la plus marquante a eu lieu à Homs. Cela a en réalité un peu déraillé, car cela a d'abord été présenté et vendu comme une attaque à l'agent neurotoxique. Mais il est rapidement apparu que ce n'était pas du tout le cas. Même le département d'État américain a pris ses distances avec cette affirmation, déclarant que non, il semble que des gens confondent des gaz de contrôle des émeutes, etc., avec du sarin, et ainsi de suite. Mais ensuite, bien sûr, en 2013, il y a eu l'attaque de Ghouta, avec de nombreuses victimes, dans un contexte où l'administration Obama avait tracé une ligne rouge pour le gouvernement syrien, affirmant que toute utilisation d'armes chimiques justifierait une attaque massive des États-Unis contre la Syrie. C'était en 2013. Je ne veux pas trop entrer dans la controverse à ce sujet. Seymour Hersh a immédiatement soutenu qu'il s'agissait d'une attaque menée par des groupes d'opposition. Les preuves provenant de ces contacts indiquaient que les traces de sarin ne provenaient en fait pas des stocks du gouvernement syrien. Il faisait partie de groupes d'opposition. De plus, il existe une sorte de preuve circonstancielle autour d'août 2013. Le gouvernement syrien avait en fait invité les Nations Unies et l'OIAC à enquêter sur une attaque contre ses propres soldats. En mars 2013, littéralement le lendemain d'une attaque au sarin contre leurs propres soldats, ils se sont immédiatement adressés au secrétaire général des Nations Unies en disant « Regardez, nos soldats ont été attaqués. Cela ressemble à un agent neurotoxique. Nous voulons que vous veniez enquêter. » Et puis, lorsque l'équipe OIAC et ONU a finalement pu venir enquêter en août 2013, littéralement une semaine après son arrivée à Damas, il y a soudainement eu une attaque à la roquette au sarin dans la banlieue de Damas, juste sous les yeux des inspecteurs en armement de l'ONU et de l'OIAC. On demande donc de croire qu'Assad, après avoir invité des équipes de l'ONU et de l'OIAC à enquêter sur une attaque contre ses propres soldats, aurait ensuite choisi de lancer une attaque massive au sarin à Damas, sous les yeux des inspecteurs de l'ONU et de l'OIAC, ce qui est une proposition absurde. Mais cet événement a eu lieu, puis il y a eu la pression pour que l'Amérique intervienne, pour qu'Obama intervienne. Les Russes ont finalement négocié un accord avec le gouvernement syrien, disant « Écoutez, peut-être que la meilleure issue à ce stade, même si vous n'êtes pas responsable de cette attaque, c'est simplement d'adhérer à la Convention sur les armes chimiques. » Et c'est ce que la Syrie a accepté de faire. C'est donc arrivé. La Syrie a remis tous ses stocks de sarin, qui étaient principalement des stocks stratégiques destinés à contrer la menace nucléaire israélienne. Ainsi, la Syrie a adhéré à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, CISC, et il y a eu une supervision du démantèlement et de la destruction de tous ces missiles et stocks de sarin, etc. Fin du programme, 2013. Puis en 2014, des allégations ont soudainement émergé selon lesquelles des cylindres de gaz de chlore étaient largués depuis des hélicoptères sur la population. Et le gouvernement syrien, après avoir adhéré à la Convention et abandonné ses stocks sophistiqués de sarin, aurait alors décidé de commencer à larguer des cylindres de gaz de chlore depuis des hélicoptères. Le genre de gaz que l'on trouve dans les piscines, par exemple. Le type de produit que l'on met dans les piscines. C'est à ce moment-là que l'OIAC a vraiment commencé à s'impliquer, car elle a alors été chargée de répondre à ces allégations, selon lesquelles le gouvernement syrien aurait soudainement décidé de larguer des cylindres de gaz chloré. Ils ont mis en place ce qui est devenu connu sous le nom de mission d'établissement des faits, qui étaient essentiellement des équipes envoyées
pour enquêter sur les attaques présumées. Cela a duré de nombreuses années, de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Cela se produisait. Et c'est là, et je suis conscient du temps, que commence le problème avec l'OIAC. Et on peut le voir très clairement. Les missions d'établissement des faits qui ont été mises en place ne fonctionnaient pas dans le cadre de la Convention sur les armes chimiques. Ces missions n'étaient soumises à aucune supervision des divisions scientifiques de l'OIAC. Par exemple, la division de la vérification n'avait ni supervision ni implication dans les missions d'établissement des faits. Elles étaient toutes contrôlées par le bureau du directeur général. En somme, il y avait un contrôle bureaucratique, voire politique, sur les missions d'établissement des faits envoyées pour enquêter sur ces attaques présumées. Il n'y avait aucune supervision ou gestion scientifique appropriée de la part du bureau du directeur général. Et bien sûr, au fil du temps, le bureau du directeur général a été occupé par exemple par une personne qui occupait un poste important dans ce bureau. Il a ensuite été dirigé par Sébastien Braha. Et ces deux personnes, Sébastien Braha est un diplomate de carrière français et Robert Fairweather est un diplomate de carrière britannique. Donc, il s'agissait de personnes essentiellement associées à des pays qui étaient des belligérants dans la guerre contre la Syrie. La France et la Grande-Bretagne ont toutes deux participé, par exemple, au bombardement de la Syrie, etc. Voilà le cœur du problème avec la mission d'établissement des faits qui a été envoyée. Ce n'est qu'en 2018 que la nature du problème créé, en termes de déformation des enquêtes, est devenue absolument évidente. En 2018, il y a eu une prétendue attaque chimique à Douma, une banlieue de Damas. Pour résumer, deux des scientifiques impliqués dans l'enquête ont fini par tirer la sonnette d'alarme, révélant que l'enquête avait été corrompue afin de pointer du doigt le gouvernement syrien. Et cela a été révélé par des documents divulgués en 2019. Un responsable de l'OIAC a témoigné devant un panel à Bruxelles, détaillant ce qui s'était passé. Mais peut-être que l'exemple le plus clair et le plus précoce de la corruption de l'enquête sur l'attaque présumée de Douma est le rapport initial qui a été produit et rédigé par Brendan Whalen, l'un des inspecteurs les plus expérimentés de l'OIAC. Le rapport initial sur Douma disait essentiellement, en lisant entre les lignes, que quelque chose ne collait pas. Les cylindres, censés avoir été largués depuis des hélicoptères et avoir traversé des toits, ne présentaient pas suffisamment de dégâts pour confirmer que c'était bien le cas. Les 43 civils morts dans un immeuble à la suite de cette attaque ne semblaient pas avoir succombé à une intoxication au gaz chloré. Leurs symptômes ne correspondent pas à cela. Ainsi, ce premier rapport soulevait toutes sortes de questions, qui dressaient en fait le tableau d'une attaque potentiellement mise en scène. Si les civils ne sont pas morts à cause du chlore, etc., si les cylindres n'ont pas été largués par des hélicoptères, par exemple, alors il se passe autre chose. Ce n'est pas une attaque du gouvernement syrien. Or, son rapport, qui avait été approuvé par toute l'équipe qui s'est rendue à Douma, a été secrètement modifié à la dernière minute par quelqu'un dont on ignore toujours l'identité, même si nous avons nos soupçons, afin d'effacer tous ces doutes et de suggérer essentiellement que le gouvernement syrien avait largué du gaz chloré sur Douma. Et c'est essentiellement à ce moment-là qu'a commencé la crise interne au sein de l'OIAC. Lorsque Brendan Whelan, ayant découvert que le rapport avait été modifié et altéré par quelqu'un, a en gros lancé une protestation interne. Ces documents sont désormais dans le domaine public. Donc, ce qui s'est passé ici, pour revenir à notre point de départ avec la mission d'enquête, c'est qu'une enquête a été menée. L'équipe a rédigé le rapport initial, pas le rapport final. Le rapport initial soulevant de très sérieuses questions. Ensuite, quelqu'un d'autre intervient
prend le rapport, le réécrit, puis tente de le publier, créant ainsi un fait accompli. De sorte que l'équipe, eh bien, le rapport est publié et il n'y a plus rien à faire. Et cela a marqué le début d'une forme de corruption interne, ou de la corruption de l'enquête sur Douma. Et vous savez, cela ne fait que continuer depuis. Cela fait maintenant de nombreuses années que je travaille aux côtés de Hans von Sponeck, José Boustany et Richard Falk en représentant les lanceurs d'alerte de l'OIAC. Cette question est discutée au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, elle est débattue au sein même de l'OIAC. Et il y a actuellement un véritable bras de fer entre les Américains, les Français et leurs alliés au sein de l'OIAC face à l'Iran, la Chine, la Russie, etc., qui disent « écoutez, il faut répondre à ces questions, etc. » Mais cela vous donne une idée claire de la manière dont les enquêtes ont été manipulées. Vous exercez un contrôle politique sur les enquêtes. Et lorsque les inspecteurs commencent à découvrir des éléments qui dérangent le récit que vous essayez de maintenir, vous devez modifier leur rapport. Dans ce cas, lorsque les lanceurs d'alerte ont effectivement révélé ce qui se passait, la réaction, bien sûr, n'a pas été ce qui aurait été la réaction raisonnable, de dire « d'accord », donc des membres principaux de l'équipe soulèvent des questions sur des manipulations. Menons une véritable enquête. Ce que l'OIAC a fait ensuite, sous la direction du directeur général Fernando Arias, a été de discréditer et de condamner les lanceurs d'alerte, les scientifiques, ses propres scientifiques, etc. Et il continue de le faire encore aujourd'hui, et ainsi de suite. Vous pouvez donc voir que l'OIAC est prise dans ce récit de propagande concernant les armes chimiques en Syrie. Les inspecteurs essaient de faire leur travail, et lorsqu'ils parviennent à se rapprocher de la vérité, ils sont alors mis à l'écart. Leurs rapports sont marginalisés, puis ils sont eux-mêmes discrédités, à la demande, dans ce cas, du directeur général de l'OIAC. Il est donc complice de la dissimulation concernant Douma et la Syrie. Voilà donc une longue histoire complexe, résumée en une dizaine de minutes. Oui, et il faut donner le contexte historique de tout cela, car c'est une partie intégrante de l'ensemble, n'est-ce pas? Tout le jeu consiste à avoir une histoire tellement complexe et difficile qu'il faut en fait une mission d'établissement des faits, afin de pouvoir ensuite commencer à manipuler le résultat, n'est-ce pas? Et on peut s'engager à écrire l'histoire telle qu'on a besoin qu'elle soit, pour que l'intervention apparaisse comme la seule chose raisonnable, et aussi en quelque sorte la bonne chose à faire, n'est-ce pas? La chose moralement juste à faire serait de lancer une vaste campagne de bombardement en Syrie. Et on peut voir comment l'OIAC, etc., a aussi été utilisé par les faucons aux États-Unis pour soutenir qu'Obama avait fixé des lignes rouges et qu'il n'a pas donné suite. Zut, nous sommes tellement faibles. Oh, si faibles, si faibles. Vous facilitez davantage ces crimes de guerre, qui alimentent ensuite cette frénésie. Et c'est là que je pense qu'il est vraiment important de discuter aussi de ce lien entre la propagande et la fabrication d'événements. Je veux dire, ces événements sont fabriqués afin de justifier certaines choses auprès du grand public. Ou voyez-vous une autre raison? Pour ma part, je considère la valeur propagandiste comme la principale raison, car dans les sociétés libérales, il faut constamment expliquer pourquoi nous devons aller bombarder jusqu'à l'anéantissement les maisons d'autrui et les personnes qui s'y trouvent, n'est-ce pas? Parce que nous avons ce besoin de nous voir comme les gentils. Nous devons être les gentils. Par conséquent, il nous faut prendre les méchants la main dans le sac. Est-ce la seule raison pour laquelle cela se produit, ou y a-t-il d'autres enjeux en jeu? Eh bien, je pense que la façon dont vous l'avez décrit est tout à fait juste. Quelle est la meilleure façon de décrire cela? La logique et la justification sous-jacente de ce que nous voyons avec l'OIAC et l'AIEA
et de ce que nous avons vu dans les années 1990 consiste essentiellement à créer un récit de propagande qui justifie la belligérance occidentale et la conduite agressive de la guerre. Et comme vous le dites, et bien sûr, c'est l'argument de Mearsheimer dans Why Leaders Lie. Dans les démocraties libérales, il y a en réalité plus de mensonges parce qu'il faut amener les populations à croire que leur pays fait ce qu'il faut. Ainsi, les dirigeants occidentaux sont particulièrement motivés à recourir à la tromperie et au mensonge, contrairement aux États autoritaires, et ainsi de suite. C'est du moins ce qu'il avance. Cela devient donc un élément central pour que les démocraties occidentales maintiennent, comme vous le dites, ce sentiment de légitimité morale et de supériorité. Nous sommes les gentils, ils sont les méchants. Nous respectons les normes internationales, eux non. Et dans ce cadre, si vous pouvez alors raconter un mensonge selon lequel les méchants utiliseraient des armes chimiques, des armes nucléaires, etc., cela devient une rhétorique puissante et légitimante auprès de vos propres populations et vous permet de mener, en fin de compte, des guerres de changement de régime agressives, et ainsi de suite. Et je pense que c'est la raison principale. Maintenir cette façade de légitimité et de supériorité morale, etc., alors que nous menons ces guerres de changement de régime, qui durent depuis longtemps et dont nous avons connaissance grâce à Wesley Clark et à de nombreux autres documents. Ces plans remontent aux années 1990, et ainsi de suite. C'est donc un élément très important. Mais il ne s'agit pas seulement des opinions publiques. Je pense qu'il s'agit aussi de rallier l'opinion mondiale, parce que l'on voit cela se jouer à l'OIAC, lors de la conférence des États Parsis, par exemple. On le voit aussi au Conseil de sécurité de l'ONU, à l'Assemblée générale, lorsque ces questions sont abordées. L'Occident essaie aussi de dire au monde, voici les mauvais États, voici les bons États. Si vous voulez être avec nous, vous devez vous aligner contre la Chine, la Russie, l'Iran. Et en réalité, ces pays sont tous mentionnés dans la controverse autour de l'OIAC. La Russie a été accusée d'être impliquée dans la duplicité du gouvernement syrien concernant les armes chimiques présumées, etc. L'Iran a toujours critiqué ce qui a été fait aux inspecteurs de l'OIAC qui ont tiré la sonnette d'alarme, etc. Mais tous ces pays doivent être identifiés comme des États concurrents ennemis auprès du public mondial, et ainsi de suite. Donc lorsqu'ils essayent de rallier les grands acteurs du système international, par exemple l'Inde ou le Brésil, je pense que cela fait partie du jeu. La propagande alimente ce type de bataille et de discours autour de la tentative de pousser et de convaincre les pays puissants de rejoindre notre position par rapport à n'importe quel conflit donné. À la hâte et en filigrane, on observe le même schéma se reproduire en Ukraine, bien sûr, car l'OIAC est utilisé pour accuser la Fédération de Russie d'avoir utilisé, eh bien, dans ce cas, oui, une violation de la Convention sur les armes chimiques, mais pas le sarin ou le chlore. Il s'agirait plutôt, je pense, de gaz de contrôle des foules. C'est là-dessus que l'OIAC se penche. Mais bien sûr, cela fait partie de la bataille plus large menée par l'Occident pour gagner les cœurs et les esprits en ce qui concerne l'Ukraine, la Russie, et ainsi de suite, en utilisant encore une fois la même technique. Je pense donc que le public visé est multiple. Il s'agit à la fois du public mondial, des diplomates, etc., ainsi que de l'opinion publique internationale, mais aussi, de façon cruciale, de la population nationale, qu'il faut soit maintenir dans l'ignorance, soit rallier pleinement au soutien des guerres en cours. Oui, faire de la propagande chez soi, faire de la propagande à l'étranger. Mais dans quelle mesure le facteur, disons, d'une justification militaire plus directe ou d'une logique de puissance politique est-il important? Parce que, comme vous l'avez souligné, l'OIAC a aussi été utilisé pour espionner la Syrie et pour identifier des cibles. Et nous avons maintenant des indices que l'AIEA a fait quelque chose de très similaire pour les États-Unis
en ce qui concerne des installations en Iran, n'est-ce pas? Donc on peut l'utiliser pour le renseignement. Et puis on peut aussi, je ne sais pas, l'utiliser pour attaquer directement l'autre camp. Et on peut s'en servir pour convaincre l'autre camp de baisser la garde, n'est-ce pas? Et en gros, même de se débarrasser de quelques armes qui, en cas de coup dur, pourraient en fait les sauver, non? Donc il y a plusieurs. C'est vraiment, vraiment pratique d'avoir ces outils de mise en œuvre du pouvoir, n'est-ce pas? Oui, je veux dire, je pense que c'est un très bon point. En fait, quand je parle de propagande, la propagande ne consiste pas seulement à gagner les cœurs et les esprits dans un sens purement discursif. Il s'agit toujours d'essayer d'influencer le monde réel. Ainsi, le récit propagandiste, qu'il s'agisse de l'Irak, de la Syrie ou de l'Iran, vise à maintenir les populations mobilisées afin de pouvoir ensuite attaquer le pays. Afin de pouvoir mener des actions concrètes dans le monde réel. Comme vous l'avez justement souligné, on le voit clairement avec l'IOA. Il existe un lien direct qui permet d'utiliser les informations recueillies. Les missions d'établissement des faits, peut-être certainement dans le cas de l'UNSCOM, étaient utilisées pour l'espionnage. Nous avons d'ailleurs des preuves à ce sujet concernant l'IOA, etc. Et cela a une utilité militaire directe, et ainsi de suite. Il est donc évident qu'il y a cette composante. Je pense qu'il s'agit aussi de comprendre ces événements essentiellement comme des opérations sous fausse bannière. Après Douma, la France, la Grande-Bretagne et l'Amérique ont bombardé la Syrie. Après Khan Sheikhoun, présumé attentat à l'agent neurotoxique en 2017, les mêmes pays ont bombardé. On crée ces événements afin de permettre de justifier une action militaire directe. Et certainement, avec l'IEA en Iran, cela semble s'inscrire dans une tentative très concertée d'Israël et en partie des États-Unis de renverser le gouvernement iranien. Voilà donc la logique militaire. Et je pense que les opérations sous fausse bannière, ou les déclencheurs de guerre fabriqués, sont la manière dont ces événements, pour ainsi dire, fabriqués ou mis en scène, alimentent l'action militaire directe, etc. Donc oui, et encore une fois en ce qui concerne la Syrie, sans entrer dans trop de détails, mais avec les présumées attaques chimiques en Syrie, ce sont des choses réelles, n'est-ce pas? Ce n'est pas que tout a été fabriqué. Il y a des éléments de fabrication autour de ces événements, mais il y a aussi de véritables attaques qui se produisent. C'est simplement que l'attribution ou la responsabilité de ces attaques n'incombe pas au gouvernement syrien. Ce sont les forces d'opposition, et ainsi de suite. Donc il y a de vraies attaques menées, de vraies personnes tuées, et dans de nombreux cas d'incidents présumés d'armes chimiques en Syrie que nous avons examinés, on retrouve la trace des services de renseignement occidentaux en arrière-plan de ces affaires. Donc vous voyez, il s'agit d'activités liées au renseignement, pas seulement de la propagande de perception à destination de l'opinion publique, mais aussi de l'appui à des actions militaires directes dans le cadre d'une stratégie de guerre pour un changement de régime. D'après vos recherches, que faudrait-il faire pour empêcher cela? Parce qu'il semble qu'une partie du fonctionnement repose sur le fait que les pays puissants peuvent placer leurs propres personnes, n'est-ce pas? Surtout s'ils les placent à la direction générale, etc. Quelques postes clés, et en gros, ils contrôlent l'ensemble. Or, nous avons besoin de l'OIAC, de l'IEA, nous avons besoin d'institutions internationales parce qu'elles sont censées jouer ce rôle de médiation, n'est-ce pas? Instaurer la confiance, et ainsi de suite. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain en disant « D'accord, il faut se débarrasser de ces choses-là. » Mais nous avons besoin qu'elles fonctionnent. Pouvez-vous penser à un exemple d'organisation internationale qui fait réellement son travail correctement et qui n'est pas corruptible à ce point? Et qu'est-ce qui crée cette corruptibilité?
Eh bien, je ne suis pas sûr de pouvoir citer une organisation internationale qui fait du bon travail, car je ne les ai pas étudiées de manière systématique. Tout ce que je connais bien, c'est l'OIAC, et bien sûr le contexte en lien avec l'Irak, et maintenant avec l'Iran et l'AIA. Je veux dire, comment faire fonctionner correctement ces systèmes. Pour revenir à ce que nous disions plus tôt, les réalistes, ceux qui font une analyse de realpolitik, diraient que cela ne marchera jamais. Ces choses ne seront jamais plus que de la poudre aux yeux pour la politique de puissance. Maintenant, bien sûr, adoptons une idée un peu plus libérale, à savoir que ces institutions peuvent peut-être fonctionner. Je veux dire, ce n'est pas si compliqué que ça. Je dirais que la première chose, c'est qu'essayer de mettre en lumière ce qui s'est passé est l'étape essentielle. Ce que j'essaie de faire d'une certaine manière, avec Hans, Jos Boustany et Richard Falk. Essayer de montrer ce qui se passe. Parce que si l'on prend les gens, je sais que cela semble terriblement complexe quand je parle de certains de ces cas, mais en réalité, quand on examine certaines de ces attaques présumées et qu'on lit les rapports, on voit à quel point certaines des affirmations avancées sont manifestement absurdes. Vous savez, ils ne mettent pas énormément d'efforts dans ces campagnes de propagande ou ces événements mis en scène. Et si l'on regarde de près, on peut en fait voir que tout cela est bancal. Donc, obtenir cette transparence, trouver un moyen d'expliquer aux gens ce qui s'est passé, je pense que ça fait une grande différence, car lorsqu'ils savent qu'ils sont surveillés, cela peut commencer à modifier les comportements. Après Douma, d'ailleurs, en 2018, il n'y a plus d'attaques chimiques présumées en Syrie. Donc, je pense qu'il est très plausible que les agences de renseignement qui orchestraient ces attaques aient compris, avec Douma, maintenant que des scientifiques de l'OIAC commencent à dire que ce n'est pas ce qui se passe, contrairement à ce que disent les gouvernements britanniques et américains, qu'ils ont réalisé que leur temps était peut-être compté, qu'ils ne pouvaient plus mener ces attaques, et ainsi de suite. Donc, la transparence est utile et elle vous aide à vous rapprocher d'organisations qui vont faire leur travail. Mais pour obtenir une véritable transparence, il faut vraiment un média grand public fonctionnel qui va rendre compte des enjeux. Et bien sûr, nous nous heurtons à ce mur. Il y a de nombreux domaines où les médias traditionnels ne font pas leur travail. Je pense de façon plus concrète, et c'est d'ailleurs ce que nous défendons concernant l'OIAC the following, que le simple fait d'intégrer les missions d'établissement des faits dans le cadre de la Convention sur les armes chimiques serait un début. D'accord. S'assurer que ces enquêtes bénéficient de la supervision des divisions scientifiques, par exemple, en exigeant que leur travail soit évalué par des pairs, représenterait un immense progrès pour améliorer la qualité de ces investigations. Un autre point, et cela rejoint la question de l'implication des services de renseignement et d'acteurs liés à l'Occident, c'est que les missions d'établissement des faits de l'OIAC sont devenues totalement dépendantes des preuves qui leur étaient remises, essentiellement par des tiers. Ce qui, en Syrie, s'est traduit par les casques blancs, qui étaient bien sûr liés au gouvernement britannique, créé par un ancien officier militaire britannique, James le Mesurier, et ainsi de suite. Donc, si l'on y réfléchit d'un point de vue scientifique, ou même simplement d'un point de vue juridique ou d'enquête policière, il est absurde de se fier essentiellement à des participants d'un conflit pour obtenir des preuves, car cela ouvre la porte à la corruption et à la manipulation de ces preuves, ce que l'on constate précisément dans nombre de ces enquêtes, des preuves corrompues et manipulées, etc. Ainsi, essayer de ramener, par exemple, les missions d'établissement des faits sur une base normale, scientifique et objective, où l'on ne leur permet pas de dépendre entièrement d'informations provenant de groupes manifestement impliqués dans le conflit. Ce serait déjà un début.
Donc, toutes ces mesures pratiques peuvent être mises en œuvre. Mais c'est l'argument qu'ont avancé Claire Daly et Mick Wallace, car ils ont rédigé un rapport pour l'Union européenne à la suite de la controverse de Douma, et ils portaient en partie sur cela, mais aussi sur le fait que la solution est la suivante. La Convention sur les armes chimiques est bonne, il suffit de s'y tenir, et ainsi de suite. Ainsi, d'une certaine manière, un plus grand respect des types de réglementations et de normes qui devraient être établis serait un moyen de rendre ces choses efficaces. Comment y parvenir? Je ne sais pas. Comment créer une volonté politique dans un domaine où les organisations internationales ne sont pas beaucoup surveillées par les journalistes et par le grand public, n'est-ce pas? Elles sont perçues comme assez éloignées de la réalité de la vie de la plupart des gens. Les gens connaissent les réunions du Conseil de sécurité de l'ONU, etc. Elles sont rapportées, et ainsi de suite. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un niveau particulièrement transparent, examiné ou même visible des gouvernements dans la politique internationale. Donc, il est difficile de déterminer où trouver la volonté politique pour les amener à faire correctement leur travail. Cela dit, je veux dire, vous savez, il y a actuellement beaucoup d'engagements publics à l'échelle mondiale en lien avec ce qui s'est passé, le génocide contre les Palestiniens à Gaza. Donc, il y a toujours, je pense, une possibilité pour que l'examen et l'attention augmentent. Je veux dire, Hans von Sponeck et Richard Falk, leur livre publié à Princeton l'an dernier, portent entièrement sur la question de savoir comment sauver les Nations Unies. Pour ceux qui ne le savent pas, Hans von Sponeck était un ancien secrétaire général adjoint dans les années 1990. Il a démissionné à cause de la politique de sanctions contre l'Irak. Richard Falk est professeur émérite aux États-Unis, mais tous deux ont évidemment été très liés aux Nations Unies tout au long de leur carrière. Leur position dans leur livre est que l'ONU est profondément défaillante. Il s'agit d'un examen approfondi de toutes les corrections qui doivent désormais être apportées pour sauver les Nations Unies et les ramener à leurs principes fondateurs et à ce qu'elles étaient censées faire lors de leur création, c'est-à-dire maintenir la paix et la sécurité internationale, car c'était leur objectif principal. Et bien sûr, prévenir les génocides. Donc, je pense qu'il s'agit d'une tâche immense, mais les solutions ne sont pas compliquées. Ce ne sont pas des problèmes complexes, du moins en ce qui concerne la corruption dont nous parlons. Je pense que le défi consiste à créer la volonté politique, à faire en sorte que les gens soient prêts à s'engager pour le changement. Oui, mais la volonté politique n'est qu'une partie du problème. L'autre consiste à créer des mécanismes qui empêchent ce genre de choses de se produire, non? Je veux dire, je pense que l'OIAC est un excellent exemple de la nécessité de ne pas permettre à un secrétaire général de mener des enquêtes indépendantes sous l'égide de l'OIAC. Il faut créer une institution qui dispose elle-même, premièrement, de règles de transparence et deuxièmement, de mécanismes de contrôle. On voit bien, dans certaines organisations internationales, que parce qu'elles ne sont pas corruptibles, les États-Unis ont dû les contrer. Je pense à l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce ne fonctionne pas parce que son mécanisme de révision est actuellement bloqué. Mais cela vient du fait que l'organisation elle-même est conçue de manière à donner à différentes parties des chances égales de faire remonter leur dossier. Et de toute évidence, c'est quelque chose qui manquait à l'OIAC. Et apparemment, c'est aussi quelque chose qui manque à l'AIEA. Ainsi, l'équilibre politique au sein du système, qui empêche une partie de prendre le contrôle total de l'organisation et de l'utiliser comme façade vis-à-vis du monde extérieur, est crucial. Pensez-vous que l'OIAC et l'AIEA, dans leur fonctionnement actuel, sont réformables, ou devons-nous déjà les considérer comme des échecs et nous dire « D'accord, ça n'a pas marché, il faut construire autre chose ».
Eh bien, je pense que l'OMC est un bon exemple. Je veux dire, vous examinez probablement les structures à travers lesquelles elles ont été mises en place et établies. Celles-ci ont besoin d'une réforme en profondeur, au final. Encore une fois, pour revenir à la réponse précédente, la solution la plus simple est simplement de s'assurer qu'elle fonctionne dans le cadre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques convenue. C'est une bonne convention. C'est une convention solide et fiable. Tout le monde le veut. Oui, et on impose le respect de cela. Je veux dire, par exemple, au départ, l'OIAC devait fonctionner uniquement par consensus. Tout le monde devait être d'accord. À un moment donné, ils ont simplement abandonné ce principe. Et ce sont alors des règles de vote à la majorité qui ont été introduites. Mais bien sûr, cela devient vulnérable au type de pression exercée par les grands acteurs. Et c'est exactement ce que l'on observe dans la controverse autour de Douma à l'OIAC, où les États-Unis, en gros, usent de leur influence, rassemblent les pays de leur camp pour voter en leur faveur, et ainsi de suite. Et on se retrouve, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, lors de la conférence des États parties, avec des pays qui s'échangent des insultes politiques, etc. Donc, c'est devenu très politisé, et ainsi de suite. Donc je pense, vous savez, existe-t-il un mécanisme permettant de forcer ces organisations à respecter les traités? Eh bien non. En réalité, il n'y en a pas au final. Je veux dire, vous ne pouvez pas, par exemple, engager de poursuites judiciaires contre des organisations internationales si elles sont manifestement corrompues. Elles sont protégées contre cela, et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être quelque chose qui devrait être changé. Peut-être que les organisations internationales devraient être, par exemple, dans le cas des lanceurs d'alerte de l'OIAC, lorsqu'ils ont révélé la vérité et ont ensuite été essentiellement diffamés et ont vu leur carrière ruinée par l'OIAC. Les lanceurs d'alerte devraient avoir le droit d'engager des poursuites contre l'OIAC, le gouvernement syrien également, etc. Peut-être que c'est une voie à explorer pour s'assurer que la responsabilité puisse être imposée par ce mécanisme. Mais je pense qu'avec l'OIAC, cela dure depuis longtemps maintenant. Et bien sûr, ça se concentre autour de la Syrie. Mais si l'on regarde la manière dont les pays du camp occidental injectent de l'argent dans l'organisation, on voit le directeur général signer des chèques, etc., et les soumissions à l'OIAS concernant le soutien financier pour les 2 ou 3 prochaines années, etc. Cette affaire est tellement politisée et clairement du côté, pour ainsi dire, des puissances occidentales, et non du reste du monde. Je ne pense pas qu'il faille simplement y mettre fin. Mais je pense qu'il faut une échelle d'enquête et de réorganisation qui soit véritablement globale pour l'organisation. Je soupçonne qu'avec la Syrie, il y a beaucoup de choses en jeu. Il n'y a pas seulement des personnes qui sont récupérées par les puissances occidentales et l'OIAC. Je soupçonne aussi qu'il y a des agents de renseignement qui ont réussi à infiltrer l'organisation. C'était certainement le cas avec l'UNESCOM dans les années 1990. Il n'y a aucune raison de penser que ce n'est pas le cas avec l'OIAC aujourd'hui. Donc, quand une organisation est corrompue à ce point, il y a énormément de travail à faire. Mais je pense que sur le long terme, oui, il faut la maintenir. Ces institutions, comme les Nations Unies, peuvent effectivement jouer un rôle important pour éviter la guerre, etc. Mais oui, il y a énormément de travail à faire pour les remettre sur pied. Voilà. Oui, non, je suis d'accord. Je veux dire, nous avons besoin de ces organisations. Et si nous ne les avons pas, il nous en faut d'autres. Et ensuite, nous recréons simplement les mêmes problèmes, n'est-ce pas? C'est pour cela que cette recherche est très importante, pour que nous comprenions où ces choses échouent. Et ce qui est fascinant, c'est que généralement, quand nous créons des institutions qui échouent, nous en créons souvent de nouvelles versions. L'ONU est une nouvelle version de
de la Société des Nations. La Cour internationale de justice est la successeur de ces structures. Nous savons quand nous avons une bonne idée. Nous savons que nous devrions la faire fonctionner. Nous n'y sommes tout simplement pas encore. Oui, et je sais que certaines personnes disent qu'on ne pourra jamais créer une situation où ces organisations de niveau mondial feront plus de bien que de mal. Et je ne pense pas vraiment être d'accord avec ça. Je pense qu'elles peuvent être une force positive. Je pense qu'on le voit au moins dans le fait que l'ONU crée une plateforme pour sensibiliser à ce qui se passe à Gaza. Oui, d'accord. Même si cela a parfois été inefficace, au moins cela permet d'inscrire le sujet à l'ordre du jour, et ainsi de suite. Et bien sûr, vous savez, l'une des idées de l'ONU, c'est cette notion de dialogue et de communication. Donc vous savez, c'est un défi qui vaut la peine d'être relevé. Ce n'est pas parce que cela a échoué, comme la Société des Nations a échoué auparavant, et ce n'est pas parce que l'OIAC a tellement échoué au cours des 10 dernières années que nous ne devrions pas au moins garder un peu d'espoir de réussir la prochaine fois. C'est une lutte continuelle, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faut simplement traverser des phases où les institutions sont mises en place, fonctionnent pendant un certain temps, puis finissent par être corrompues. Ensuite, il faut passer par une sorte de réforme en profondeur, et ainsi de suite. Donc, il se peut que l'on soit dans un combat permanent contre le pouvoir, en cédant parfois du terrain aux réalistes, etc. On n'y arrive jamais vraiment. On n'aura jamais une ONU, une OIAC ou une AIE qui soit parfaite et qui fasse son travail de manière absolument irréprochable. Ce sera toujours une lutte, un combat contre des acteurs mal intentionnés qui veulent les utiliser à leurs propres fins. Absolument. Et bien sûr, le fait est que le pouvoir cherche toujours à obtenir plus de pouvoir. Par conséquent, ils essaient d'utiliser toutes les voies à leur disposition. Donc, en un sens, la lutte ne prendra jamais fin. Pourrons-nous suffisamment les contraindre ou non? Dr. Piers Robinson, où les gens peuvent-ils vous trouver, ainsi que vos analyses? Je veux dire, comme vous l'avez dit au début, je suis impliqué dans plusieurs organisations qui ont toutes des sites web. J'ai mon propre Substack. C'est vraiment dispersé un peu partout. Je pense que si les gens vont sur mon compte mon compte X, excusez-moi, Twitter, qui est @PiersRobinson1, il y a vraiment tous les liens vers les organisations avec lesquelles je travaille ou vers mes propres écrits, mais aussi vers des choses comme Google Scholar, par exemple, afin que ma production académique soit accessible à partir de là. Donc, peut-être que se rendre sur mon compte Twitter est la meilleure option. J'ai aussi un site WordPress, Piers Robinson, qui contient une biographie ainsi qu'un résumé de mes publications et interventions, etc. Les gens peuvent donc consulter mon travail là-bas. Désolé de ne pas être plus précis, mais j'ai tendance à m'impliquer dans beaucoup de choses différentes en ce moment. Parfaitement bien. Mieux vaut en avoir trop que pas assez. Je mettrai les liens vers tout ce que vous venez de mentionner dans la description de cette vidéo ci-dessous. Allez y jeter un œil. Dr. Robinson, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup.